C'est un établissement, Valérie, sous ton contrôle, qui accueille un peu moins de 1000 élèves de Oui, la maternelle au baccalauréat. c'est ça. Voilà. Bah, écoute, Valérie, bah, je vais te laisser la parole. Moi, je me fais tout Merci. petit et bah, bonne présentation. On est tout oui. Bon, mais je vous salue à tous et je suis assez impressionnée et assez émue de voir ce chiffre 75 qui s'affiche. Je crois n'avoir jamais déplacé autant de personnes par choix. Évidemment, il peut m'arriver de convoquer mes collègues, mais par choix, c'est très émouvant. Donc, je vous salue à tous où que vous soyez. J'espère que vous allez bien et que cette période si compliquée ne vous a pas trop affecté personnellement et professionnellement. On va passer un petit moment ensemble et j'espère que chacun y trouvera son compte. Dans ma dernière diapo, j'ai placé mon email. Donc, ceux qui souhaiteront me contacter pour poursuivre la discussion ou parce que d'autres questions seront nées ou parce qu'ils auront envie d'échanger entre collègues, ce sera avec grand plaisir. Je vais maintenant partager mon écran avec, avec mon diaporama. Voilà. Et vous expliquer en deux mots, donc voilà, moi on m'a chargé de parler de pédagogie de projets et surtout de projets transversaux. Et évidemment, vous l'avez compris, compte tenu de ma fonction, moi je parle à l'échelle de l'établissement scolaire. Et comme vous l'a dit Sébastien, effectivement, je dirige un établissement que vous avez là en photo, recto verso, au nord-ouest de Madrid, qui accueille à peu près 820 élèves de la maternelle à la terminale. L'objectif du webinaire, il faut que ce soit vraiment important et clair entre nous. L'objectif, c'est vraiment l'échange. Moi, je ne suis absolument pas en capacité de donner des leçons et de faire des prescriptions ou de donner ou de faire quoi que ce soit d'autre. Il faut vraiment que ce soit pour nous tous l'occasion d'échanges de pratiques entre professionnels de l'éducation, sans doute entre passionnés de l'éducation et quoi qu'il arrive, entre amoureux des élèves, parce que je crois que c'est ce qui nous réunit, quelle que soit la ville d'exercice et le continent. Voilà. Donc, nord-ouest de Madrid, une population socio-économiquement favorisée. C'est un établissement bien sûr privé, donc une scolarité payante, et qui est composé pour moitié de nationaux espagnols et pour moitié de français ou autres nationalités ou franco-espagnols. Dans notre équipe, nous avons des recrutés locaux de nationalité espagnole, des recrutés locaux français pour leur immense majorité, et nous avons aussi des fonctionnaires d'État français. Voilà. La direction, elle est composée d'expatriés de France. Alors, ça, c'est ma vision de ce qu'est un chef d'établissement. Je ne sais pas si ça parlera à un autre chef d'établissement ou si ça vous parlera à vous qui m'écoutez. Mais avant toute chose, et je ne sais pas d'ailleurs dans quel ordre j'aurais dû mettre mes vignettes, mais avant toute chose, pour moi, un chef d'établissement, c'est un chercheur d'or. Dans toutes nos équipes, nous avons des pépites qui sont parfois cachées, des pépites qui sont parfois très visibles, des pépites qui ne se connaissent pas en tant que pépites, mais nous avons tous beaucoup de richesses dans nos équipes. Et le travail d'un chef d'établissement, c'est de les repérer, d'abord de les chercher et d'en faire la démarche de recherche, ensuite de les repérer et ensuite de les mettre au jour et parfois même de révéler à mes pépites que mes pépites sont des pépites parce que parfois ne le savent-ils pas. Un chef d'établissement, c'est aussi un savant fou. Moi, j'aime bien la notion de savant, puis j'aime bien la notion de fou, et vous allez le voir au long de la présentation. Mais une autre partie de mon travail, une fois que j'ai trouvé mes pépites, est de faire que ma pépite ne reste pas toute seule, parce que toute seule, elle s'épuise, ma petite pépite.
Donc, en fait, mon travail consiste en infecter un noyau dur. C'est-à-dire, j'injecte une petite idée au sein d'un petit cercle et j'attends que tout doucement, cette idée germe, qu'elle fasse des petites idées autres et qu'elle mette en lien des collègues toujours plus nombreux autour d'une même envie ou d'un même refus, qu'importe, mais l'essentiel est qu'ils soient en lien. Un chef d'établissement, pour moi, c'est à la fois un générateur d'énergie, un générateur, hein, c'est sa définition, donc évidemment impulser de l'énergie en continu, hein, souvent dans l'organisation et dans l'équipe. Parfois, il faut aussi injecter un petit peu d'impulsion électrique à un petit peu plus fort voltage pour donner un peu de peps aux choses. Mais au-delà de perfuser énergétiquement une équipe, un chef d'établissement, c'est surtout une machine à souder. C'est nous qui mettons en lien ou qui devons mettre en lien les personnes entre eux, les personnels entre eux. Pour moi, le primaire, la maternelle et le secondaire, les collègues de français et les collègues d'histoire, le collègue de technologie et celui de PS, et essayer de faire en sorte que des ponts se créent entre les personnes, que des relations naissent entre les personnes et peut-être des relations qui sortent du relationnel simplement humain, parce que celui-là, il est naturel et spontané, mais il ne suffit pas pour mettre en place des projets transversaux. Il peut être intéressant et c'est souvent à partir de cette base-là que naissent les projets d'équipe, mais malgré tout, on ne peut pas se permettre dans nos écoles de ne travailler qu'avec les gens qu'on aime ou qu'avec ceux dont on a reconnu qu'ils nous ressemblaient. Parce qu'auquel cas, on peut rapidement tourner en rond et si l'un d'entre nous a un accident de vie, quel qu'il soit, eh bien on peut perdre son binôme ou son compagnon de route. Et donc, il faut chercher des amis bien au-delà. Et pour terminer sur cette petite définition, alors de ma fenêtre d'un chef d'établissement, je dirais aussi qu'un chef d'établissement est un fluidificateur, ou du moins il doit l'être. Et que notre rôle, c'est de mettre de l'huile dans les rouages. On doit aider les personnes à lever les difficultés, on doit lever les obstacles sous les pas de nos collègues et on doit les aider le plus possible à mettre en place les projets dont ils ont envie, les projets dont ils rêvent, parce que de façon systématique, ils profitent à l'école et ils profitent à l'équipe. Et quand je dis profiter à l'équipe et à l'école, je dis immédiatement, ils profitent aux enfants et c'est bien là leur fonction. Alors, projets transversaux, moi j'ai une petite formation littéraire modeste. J'aime bien revenir à l'esprit des mots et à ce qu'ils recouvrent, aux réalités conceptuelles, pour qu'on soit tous bien d'accord que l'on parle la même langue, parce que finalement, le début d'un projet transversal, c'est aussi s'entendre sur un certain nombre d'éléments communs ou partagés. Alors, des petits concepts, et vous allez voir que moi j'aime beaucoup les images, hein. J'adore les caricatures, et j'en ai mis plein. Je ne sais pas si toutes seront utiles, mais elles m'ont toutes plu, et je voulais les partager avec vous. Alors, la transversalité, j'ai trouvé plusieurs définitions, et une a retenu mon attention. Une mathématique, ce n'est pas du tout mon monde, c'est d'ailleurs plutôt mon non-monde, mais j'ai bien aimé l'idée qu'elle était une intersection, un point de contact entre des sous-espaces et des sous-variétés. Ça m'a beaucoup plu parce que c'est exactement comme ça que je la vois, c'est-à-dire on peut n'avoir pas grand-chose en commun, mais il suffit d'un tout petit élément, d'un tout petit point de contact pour que démarre un projet transversal. L'interdisciplinarité, ça, c'est peut-être quelque chose que vous maîtrisez davantage parce qu'elle part de votre métier premier, elle part de la matière que vous portez et c'est peut-être ce qui se fait le plus naturellement dans une école, c'est-à-dire le fait de travailler ensemble avec des personnes ou avec des équipes qui sont issues de plusieurs disciplines, de plusieurs matières.
l'interdisciplinarité, elle vit en général dans les établissements scolaires. Souvent, comme on l'a dit, pour des raisons humaines d'appariements amicaux, mais aussi parce que certaines disciplines sont cousines, voisines, ou ont la même base de formation. Je pense à l'histoire-géographie et à la littérature, qui évidemment ont les humanités en commun. Dernier concept, mais je sais que vous le maîtrisez largement depuis longtemps et encore plus depuis le début de la semaine, puisque j'ai vu qu'un des webinaires y était consacré. Donc, le concept de pédagogie de projet. Alors, c'est un concept qui dérive des travaux d'un Américain qui était à la fois philosophe et pédagogue, et qui, alors c'est une approche socio-constructiviste, hein, comme on le dit. Pardon. Et voilà, ma première bêtise. On recommence. On n'a rien vu, Valérie. Oui, c'est d'ailleurs bien le problème. Non, il n'y a pas de bêtises. Tout va bien. Voilà, avec mes excuses. Voilà, donc une approche socio-constructiviste et dans l'optique de mettre les enfants en action, de rendre les élèves acteurs et de leur apprendre en faisant faire. Il y a une très très belle association en France qui s'appelle La Main à la Pâte, qui est une association scientifique qui est vraiment basée sur ce concept-là, Learning by Doing, c'est-à-dire vraiment mettre les enfants en position de faire pour qu'ils apprennent à la fois par le geste et que leurs questions naissent de tout ce qu'ils découvrent en faisant. Je vous ai mis aussi une petite vignette de petite définition de la pédagogie active pour voir sur quel levier elle appuie et sur quelles conséquences elle génère. Et évidemment, on est toujours les pédas à cheval sur quatre sphères, hein, la sphère du savoir, celle de la pédagogie ancienne et de la délivrance de connaissances, mais de plus en plus, on inclut la sphère savoir-faire, parce que de celle-là, cette mise en pratique découlent les observations auxquelles peut conclure un enfant en train de faire et qui va le mener à construire toute une série de savoir-être par rapport à la connaissance, par rapport aux apprentissages, par rapport aux outils d'apprentissage, mais aussi par rapport au monde et à sa relation aux autres personnes du monde. Une fois qu'on a travaillé la mise en action avec un enfant et qu'on l'a aidé à construire ses savoir-être, il est définitivement en position réflexive et de façon assez naturelle. Chacun d'entre nous aime transmettre. Je crois que c'est ce que l'on peut observer, quelle que soit la génération. On aime partager, on aime transmettre. Et l'enfant de savoir-être et savoir-faire va apprendre à savoir faire et à expliquer aux autres. Et vous qui êtes des enseignants, vous savez très bien que quand on arrive au degré de savoir expliquer ce que nous savons, on a passé un degré supplémentaire de maîtrise du concept et de la connaissance. Alors, pourquoi fait-on des projets? C'est un petit peu difficile de répondre parfois, parce que certains comme moi ont le projet pathologique. Et j'espère que plein d'entre vous sont affectés de la même maladie. Définitivement, j'ai été enseignante avant d'être chef d'établissement. Je l'ai été pendant 17 ans en lycée professionnel. Moi, j'avais besoin de proposer des projets pour éviter ma propre fossilisation, pour éviter ma contraction professionnelle et parce que j'avais besoin de dynamiser en permanence ma vie dans mon école et ma vie avec mes collègues et la vie que j'avais avec mes élèves. J'attire votre attention sur la deuxième vignette et celle-là, pour moi, elle est fondamentale.
On ne fait pas des projets pour faire des projets. On fait des projets pour ajouter du sel à sa vie, mais on fait surtout des projets pour se faire plaisir. Et se faire plaisir n'est pas un problème. Et on ne fait, me semble-t-il, et là pour le coup c'est Steve Jobs qui le dit, à partir du moment où on fait les choses avec plaisir, qu'on aime les faire, on n'est jamais aussi bon ni jamais meilleur qu'à ce moment-là. Donc, faites-vous plaisir, amusez-vous, proposez des choses et votre bonheur à faire emportera des personnes avec vous et convaincra vos élèves et convaincra parfois votre proviseur qui peut ne pas aimer mettre du sel dans sa vie. Alors, les projets, c'est une chose et on a dit pourquoi de ma petite fenêtre, il me semblait que l'on devait en faire. Mais les projets transversaux, c'est encore un degré supplémentaire. Et quand on est chef d'établissement, on a vraiment besoin de mettre en place ce type de projet pour fédérer son équipe. Et aussi parce que c'est très important pour à la fois la survie d'un établissement, sa bonne vie, son bien vivre ensemble et aussi sa valorisation vers les partenaires extérieurs. On a besoin de travailler l'identité de nos écoles. Certains établissements sont plutôt à vocation artistique, d'autres sont plutôt à vocation scientifique, d'autres mélangent un petit peu les genres. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il est facile de valoriser nos établissements pour donner envie aux parents de nous confier leurs enfants. Le point de vue de l'enseignant. Pourquoi des projets transversaux? Définitivement pour moi, pour rompre votre isolement. On le sait, l'enseignant est seul dans sa classe, même s'il a préparé son cours avec son collègue ou avec plusieurs collègues. Donc, les projets transversaux, ça sert à ça, à rompre son isolement, à pousser les murs de la classe et à les ouvrir vers l'extérieur. Et j'y reviens, et ça reviendra chaque fois, quand on est enseignant, on peut faire des projets transversaux aussi pour se faire plaisir, juste pour se faire du bien et partager ce bonheur avec les enfants et avec les collègues. Ce n'est pas mal d'avoir du plaisir au travail et ce n'est pas interdit. Dans mon école, c'est très conseillé, mais on peut être sérieux sans se prendre au sérieux et je crois que c'est fondamental comme réflexion de vie. Le point de vue de l'élève. Pourquoi des projets transversaux dans l'optique de nos élèves? Pour leur permettre de clarifier leur savoir. Parce que les enfants, ils reçoivent des connaissances, des apports d'informations de tous les côtés, parfois en même temps, parfois de façon successive, parfois de dizaines de sources différentes, ressources enseignants et plusieurs enseignants porteurs d'une même information, mais ne s'étant pas concertés, l'enfant ne fait pas le lien entre cette même information plusieurs fois répétée, mais aussi, évidemment, les recherches Internet, la télévision, les tutoriels, puisque nos élèves sont de la génération tuto. Et ça, il faut absolument que nous aidions les enfants à avoir clair dans tout ça, à mettre du sens, à mettre les informations en lien entre elles, de manière à ce qu'elles prennent toute leur puissance et qu'ils les emmagasinent. Sinon, ils ressembleront à ce pauvre Simpsons qui a l'air quand même bien abruti. L'autre vertu d'un projet transversal, c'est que lorsqu'on est un groupe d'adultes à travailler autour des enfants de manière cohérente, on leur offre un maillage de sécurité, un filet de protection. Et on le sait, les études sociologiques, les études des neurosciences le montrent, un enfant qui est en sécurité pose les apprentissages, il est réceptif aux apprentissages, il va plus loin que ce qu'on avait même pensé comme limite et surtout, il ne borne pas sa capacité à apprendre. Et c'est de cette sécurisation que naît ce positif. Et pour moi, la dernière vertu des projets transversaux, c'est le renforcement de la motivation des enfants. Nos enfants sont des zappeurs, ils sont de la génération du zapping.
on a besoin de capter leur attention de façon permanente. Ce sont des enfants, on le sait aussi via les neurosciences, auxquels le mouvement permet de poser les apprentissages, et les projets transversaux mettent en mouvement les enfants, les rendent acteurs, et c'est ça qui crée aussi leur motivation. La démarche de projet transversal, elle est très classique, elle est assez basique. C'est une démarche qualité, dira-t-on en entreprise. Une démarche avec des étapes, on va revenir dessus dans la diapo suivante, avec des étapes qu'il ne faut pas négliger parce qu'elles sont importantes pour la réussite du projet à terme. Bon, le point de départ, évidemment, c'est de trouver une idée. Alors ça, en général, le cerveau humain n'en manque pas. Et lorsqu'on met deux humains au contact, c'est très vite que peuvent jaillir des tas d'idées. L'enjeu étant de faire le tri à l'intérieur de ce foisonnement. Une fois qu'on a trouvé son idée de base, il faut absolument s'entendre sur le point de départ et le diagnostic que l'on partage avec les personnes avec lesquelles on va porter ce projet. Donc, trouver l'idée, seul ou à plusieurs, c'est toujours mieux à plusieurs, et fédérer cet embryon d'équipe autour de ces idées en s'assurant qu'on a bien une même vision de ce point de départ. Qui dit diagnostic partagé dit évidemment stratégie. Alors, il ne faut pas avoir une stratégie guerrière, il ne faut pas avoir une stratégie de conquête de marché, il faut simplement voir une démarche qui pose des étapes et qui a des objectifs, soit à long terme, soit à court terme. Quand on met en place un projet, on ne peut pas le concevoir exclusivement dans sa tête, on doit absolument le poser par écrit et de manière relativement technique, c'est-à-dire d'où je pars, où je vais, par quoi je passe et qu'est-ce que je veux. Il y a aussi les fameux petits pronoms qui, quoi, quand, où, comment. Alors, comment n'étant pas un pronom, on me pardonnera. Ces petites choses un peu mécaniques, ces petits process un peu figés sont extrêmement importants, à la fois pour être mieux compris quand on explique notre projet, mais pour aussi mieux créer l'adhésion des personnes auxquelles on va le proposer, des personnes auxquelles on va proposer la collaboration, ou même des enfants au service duquel on va le mettre. Parce que si vous arrivez avec un projet dont la définition est fragile, comment allez-vous susciter la confiance de l'enfant, du groupe d'enfants, pour qu'il s'engage avec vous dans ce chemin qu'il ne connaît pas? Autre étape absolument incontournable, sans laquelle un projet n'est pas un projet, l'évaluation. L'évaluation de ce projet. Elle doit être conçue en amont. Elle est constitutive de la démarche de projet. Je ne fais pas, alors je fais un projet pour me faire plaisir, sinon je vais me dédire, mais ce projet-là, il est sérieux parce qu'il est à destination des progrès de mes élèves et des apprentissages des enfants qui me sont confiés. Donc, c'est du plaisir, mais c'est sérieux. Donc, l'évaluation, prévoyons-la en amont, voyons à partir de notre diagnostic et de notre stratégie quels sont les indicateurs que nous allons pouvoir mobiliser, quels sont les critères que nous allons nous fixer pour savoir si notre projet il est réussi, bien réussi, à moitié réussi, ou un tout petit peu raté ou perfectible. Autre étape absolument fondamentale pour éviter toute frustration, des réunions de régulation régulières. Ça ne veut pas dire des réunions fleuves où on se regroupe à 8 personnes pendant 3 heures. Non, il vaut mieux une réunion d'un quart d'heure, efficace, dont on connaît le point de départ, dont on connaît l'objectif, pour s'assurer que tout le monde
va continuer de garder la même énergie dans la mise en place du projet. Et on a dit évaluation prévue en amont, on ne peut pas faire l'économie d'un bilan effectif en aval. À l'issue de mon projet, l'équipe doit absolument se réunir pour tirer les conclusions et les conséquences de ce qu'elle vient de vivre, à la fois en termes de manque, mais aussi en termes de victoire. C'est extrêmement renforçant de faire ce travail réflexif en commun parce qu'on voit aussi s'exprimer des positions divergentes. On voit aussi que sur un même fait, on peut avoir deux lectures différentes selon la personnalité du collègue ou selon le moment dans lequel il est à l'exprimer. Et ça, c'est extrêmement important pour clore une collaboration ou en redémarrer une autre. Si on n'a pas pris ce temps réflexif commun de bilan, on n'aura pas de base pour redémarrer quelque chose et on pourra alors très sottement répercuter les mêmes erreurs que précédemment. Le dernier point me paraît à moins important parce que chef d'établissement, il faut s'efforcer quand même de rechercher une certaine continuité dans les projets transversaux. C'est à la fois un souci de pertinence, mais c'est surtout un souci d'efficacité. Parce que si chaque année, une école, là je ne parle pas d'un projet de classe ou de professeur ou de matière, je parle vraiment des projets transversaux. Si chaque année ou plusieurs fois dans l'année, l'école se met en mode projet et qu'elle fait une sorte de juxtaposition d'action, elle finit par perdre le sens, les personnes s'épuisent et nous ne sommes pas lisibles de l'extérieur. Un enfant peut ne pas voir que tel projet, telle année, répondait à tel autre de l'année dernière et en était la continuité. Et sur cet axe-là, il est important qu'on porte notre attention parce que nous sommes ceux qui construisons le chemin de l'enfant et devons le baliser pour qu'il y voit clair. Alors, la recherche d'idées, tout le monde sait faire, des brainstorming, des design thinking et autant de mots un peu bizarres et un peu rigolos qui nous viennent de l'Ouest. Il faut retenir une chose, elle est fondamentale. Mettons-nous ensemble autour d'une table. Ça paraît basique, ça paraît même un peu médiocre, mais on n'a encore pas trouvé beaucoup mieux pour faire émerger des idées. Et quand on est à la recherche d'idées, je crois qu'il ne faut pas se borner. C'est-à-dire, on peut exprimer à voix haute toutes ces folies. Parce que peut-être que ma folie aujourd'hui va connecter avec la tienne et que de ces deux folies naîtront une belle idée. Donc, mettons-nous autour de la table, publics différents, générations différentes, peut-être intergénérationnelles, mettons nos élèves autour de la table avec nous et si on leur donne les clés, vous allez voir à quel point nos enfants fourmillent d'idées, de travail avec nous les adultes. La démarche de design thinking, c'est encore un avatar du brainstorming. Elle est autour de j'ai une idée, je la teste, je régule, je reviens en arrière, je reformule, je reformate et on avance comme ça, process par process. Je reviens sur les étapes fondamentales parce que s'il y a une chose à retenir, j'aimerais que cela soit ça, en plus du plaisir que je vous encourage à prendre. Le cahier des charges. Le cahier des charges, bon, c'est un nom un peu pompeux, appelons-le feuille de route, appelons-le chemin de projet, appelons-le chemin de fer, ce que vous voudrez selon votre appartenance. Ce cahier des charges, il faut qu'il soit précis. Et je reviens sur les questions. Qui, quoi, où, quand, comment. C'est très important. C'est très important que les objectifs soient clairs, qu'on ne se lance pas à l'aveugle, parce que si ce n'est pas clair, on va s'épuiser. Et il n'y a pas pire pour un projet que de voir ses porteurs totalement épuisés au milieu,
parce que ça génère une frustration et aussi une culpabilité qui sont absolument toxiques. Donc, objectif clair, répartition des rôles déterminés. C'est aussi très important parce que dans nos équipes, nous avons des super porteurs de projets avec une énergie colossale qui un jour sont soufflés comme une bougie parce qu'ils n'en peuvent plus depuis des années de porter à bout de bras tout un tas d'actions qui reposent sur leurs épaules. Et de la même manière, avec des puissances aussi importantes dans les équipes, on a des collègues pleins d'envie qui n'arrivent pas à trouver leur place parce que ce fantastique collègue est un grand fait-tout et que jamais il ne permet aux autres de prendre un morceau de la charge. Donc, soyons clairs sur les objectifs, soyons clairs sur la répartition des rôles. Chacun doit savoir ce qu'il a à faire et chacun doit être à même, à n'importe quel moment, de rendre compte à l'équipe de ce qu'il est en train de faire et de ce qu'il a fait depuis la fois précédente. Réunion régulière. Alors, j'ai bien peur que certains enseignants croient qu'il s'agit d'une toquade de chefs d'établissement qui, évidemment, rêvent depuis leur plus jeune âge à des réunions permanentes au quotidien, en présentiel ou en distanciel. Non, je n'ai pas souvenir d'avoir eu ce rêve-là. De me réunir avec des amis, oui. De faire des réunions, non. Donc, une réunion, il faut qu'elle soit efficace. Se réunir pour se réunir, ça s'appelle le samedi soir. Entre amis, c'est tout autre chose. Donc, une réunion efficace, c'est un ordre du jour, un temps de réunion et un compte rendu qui a découlé. Sinon, on ne s'est pas réuni et on n'a pas travaillé. Ici, au Molière, toutes les réunions ont un timing. Il est hors de question que nous perdions du temps, que je prenne sur la vie de mes collègues pour installer de la discussion à bâton rompu. Ça, nous le faisons et nous avons de très nombreuses occasions festives pour le faire. Mais une réunion, c'est très clair et son format, il est très clair aussi. Dernière étape fondamentale, j'y reviens à nouveau, l'évaluation. Elle est prévue en amont, elle est effective en aval. Indicateurs, les questionnaires, les grilles d'analyse, on doit absolument sortir de l'aventure en étant d'accord sur ce qui a marché, sur ce qui a échoué, sur ce qui n'a marché qu'à moitié et ce sur quoi, surtout, on peut porter notre effort d'amélioration. Ça évitera bien des écueils pour le projet suivant. Alors, nous sommes des communautés humaines. Donc, une communauté humaine, elle a des forces, elle a des faiblesses. Et ici comme ailleurs, il y a des freins dans toutes nos équipes. C'est normal, ce n'est pas franchement un souci. S'il reste bien sûr des freins sous contrôle. Ce qui est toujours très difficile pour un collègue enseignant comme pour un chef d'établissement, c'est de mobiliser des personnes, c'est de faire adhérer des personnes à un projet. Ça peut être aussi des freins d'ordre économique. J'ai de grandes envies, je vois parfaitement ce dont j'ai besoin pour le réaliser. Il me manque l'argent sous certains aspects. Où le trouver? Comment déclencher des subventions? Quels partenaires aller chercher? Et en France, par exemple, nos établissements français en France ont des partenaires naturels qui sont les régions, les municipalités ou les départements. L'autre difficulté, ou la dernière difficulté de mon point de vue en tant que chef d'établissement, c'est de bâtir un groupe de pilotage, c'est-à-dire un groupe suffisamment important et actif de collègues qui jouent les courroies de transmission intermédiaires. Ça peut être les coordonnateurs de discipline, ça peut être les chefs de pôle, je ne sais pas comment vous les appelez dans vos établissements et dans vos pays, mais c'est un groupe qui va se auto-régénérer ou auto-générer de l'énergie de manière à ce qu'une personne à l'intérieur ne s'use pas. Des écueils, il y en a. Ils ne sont pas très nombreux, mais comme vous le voyez, on peut tomber dedans
et se faire bien mal, voire ne pas pouvoir ressortir du trou dans lequel on est tombé. Le premier des écueils que je vois, c'est la redondance. C'est-à-dire, on refait chaque année un projet parce qu'il est sympa, parce qu'il marche plus ou moins bien avec les enfants, ou au bout d'un moment, on le refait parce qu'on l'a toujours fait. Et ça, c'est super toxique, à la fois pour soi, parce qu'on ne se régénère pas, mais aussi pour nos élèves qui finissent par perdre l'intérêt. Et quoi qu'il arrive, on réussit à piéger un collègue les 2 premières années, le troisième, on fait le projet tout seul. L'autre écueil, c'est la juxtaposition d'actions non reliées entre elles, qui sont autant de manières de disperser l'attention de l'élève et qui ne forment pas ce fameux chemin de construction des apprentissages qu'on a évoqué précédemment. Et le troisième écueil qu'on a tous dans nos équipes, qu'on a tous dans nos vies, ce sont les partenaires toxiques, les fameux yes but. Yes but, oui mais, évidemment, pour nous, réseau français. Alors, qu'est-ce qu'un yes but? Le yes but, c'est celui qui vous empêche de tourner en rond, c'est celui qui voit une objection sur chaque chose que vous rencontrez, c'est celui qui verra le fameux verre à moitié vide, là où vous l'aviez vu à moitié plein. Je veux partager avec vous un homme qui me fait rêver. Bien sûr, il est habillé, je rassure tout le monde. Et cet homme-là s'appelle Dan Rosgaard. C'est un inventeur, designer, créateur. Il est néerlandais. C'est un fou furieux, mais je l'adore. Valérie, on ne voit pas, nous, hein, l'image. Vous ne voyez pas l'image? Non, on est toujours sur ta présentation PowerPoint oui. qui doit être en Alors, plein écran. il faut que je trouve une... Pardon. Alors, hop, Pas de souci. j'interromps Dan et je reviens sur le... Oui, il faut que je change, évidemment. Je pense qu'il faut que tu fasses le changement, oui. Oui, pardon, je n'ai pas eu le réflexe de faire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Là. Excusez-moi, je patine un petit peu. Alors, arrête. Partage l'écran et voilà. Avec mes excuses. Extra. On n'entend pas Valérie. Ah là là, c'est triste. C'est étrange. Ouais. Bon, alors tant pis. Tant pis, je ne partagerai pas mon merveilleux Dan Rosgaard. C'est très, très dommage. Alors, Dan Rosgaard, pour le décrire, et j'aurais vraiment voulu le partager avec vous, c'est donc un créateur-designer néerlandais. Pardon Valérie, je te coupe. Simplement, je parle à tous les gens qui nous écoutent. Je vais copier-coller le lien sur le chat. Oui. Hein, comme ça, les gens pourront aller voir la vidéo ultérieurement. Je m'en occupe si tu veux, Valérie. Si tu veux continuer à faire ta présentation. D'accord. Alors, hop. Là. Ah, c'est un métier, hein, animateur de webinaire. Hein, voilà. Donc, voilà. Alors, Dan travaille à la fois sur la technologie et à la fois sur la poésie, en fait. Et c'est quelqu'un qui imagine des univers et qui les concrétise. Il a des idées absolument folles. C'est quelqu'un qui a créé toute une équipe de très jeunes designers autour de lui. Et ils ont inventé ensemble une chaise que j'aurais voulu partager avec vous. Je ne sais pas si celle-là, on va la voir. C'est le deuxième lien, Sébastien. C'est la chaise Yes But. C'est donc ce fameux oui mais, celui qui plombe tous les projets.
Et cette chaise, lorsque vous êtes assis dessus et que vous prononcez le fameux « yes but », cette chaise vous envoie une petite impulsion électrique pour vous rappeler que ce n'est pas la bonne manière de penser. Mais plutôt que « oui mais », avançons sur « et si », qui est bien plus porteur et bien plus vecteur d'énergie positive. Voilà, donc je vous avais proposé trois liens qui vous donnaient trois univers de Dan et que j'avais envie de partager, mais là, c'est loupé, on verra à la fin. Il y a des thématiques qui se prêtent particulièrement à la transversalité. Et là, je sors de l'interdisciplinarité et je bascule vraiment vers la transversalité. La transversalité, on l'a vu tout à l'heure, c'est le point de contact. Mais qui dit point de contact, dit aussi que finalement, cette limite-là n'appartient à aucune des disciplines et que c'est ce sur quoi on peut travailler parce qu'on met en commun quelque chose. Alors, la liste est bien sûr totalement non exhaustive. Hein. Donc, développement durable, éducation à la santé, éducation à la citoyenneté, éducation à la sécurité routière, ça dépend de vos pays, ça dépend de vos programmes, tout est possible. Que mobilise-t-on quand on met en place un projet transversal? Quoi qu'il arrive de l'interdisciplinarité, quoi qu'il arrive de l'évaluation formative, c'est-à-dire des bilans d'étapes des apprentissages des enfants dans le cadre de la construction d'un objectif terminal. On met en place de la pédagogie de projet, et on en a parlé un petit peu, et normalement, notre entrée devrait être plus sur les compétences, les savoir-faire, le fameux apprendre en faisant, plutôt que sous l'angle de la connaissance pure. Et bien sûr, puisqu'on est tous autour de notre table, moi je pense évidemment projet européen et je pense projet Erasmus+. Et quand je vois tous les pays qui s'offrent à moi dans les participants, inévitablement je suis obligée de penser à cette dimension-là. Je voulais partager avec vous, mais du coup j'espère ne pas avoir le même souci que précédemment, quelques exemples de projets que j'ai vécus, que j'ai portés ou que j'ai découverts. Et vous rappelez une chose, c'est que dans la vie, c'est Romain Gary qui le dit, toutes les réussites sont des échecs qui ont raté. Et cette phrase-là, moi, je l'adore. Alors, on va essayer de voir si ça fonctionne. Donc, on va ouvrir ce lien, arrêter ça, partager l'écran d'une autre manière. Je vais pouvoir ouvrir aucun de mes liens, c'est très triste. Hein. Excusez-moi, je patine un peu. Hein. Aucun problème, Valérie, on sait ce que c'est. Ah ben là, c'est parfait. Voilà, ça fonctionne celui-là. Bon, là, on voit bien. Voilà, il n'y aura pas de son. Alors ça, c'est un des derniers projets qu'on a porté au Molière, qui est une grande semaine des droits des femmes que nous avons montée l'an passé, pas cette année. Cette année, il aura eu une conséquence dont je vais vous parler après. Donc, une grande semaine des droits des femmes qui a mis en commun le premier degré et le secondaire, du français, de l'histoire-géographie en langue nationale, de la technologie, des arts plastiques, de l'EPS et le professeur de yoga. Donc, tout le monde a travaillé sur cette thématique commune, l'objectif étant d'éduquer les enfants à l'égalité de genre et de leur faire percevoir les clichés et leurs dangers. Donc, on a monté ce projet pendant plusieurs mois, il a vécu son apogée sur toute une semaine et il a recouvert plusieurs concrétisations. Une des concrétisations dont nous avons été très fiers, c'est le vernissage d'une exposition sur les femmes à la médiathèque du secondaire, un aménagement évidemment du fonds documentaire, des ateliers artistiques sur les stéréotypes de genre, des enregistrements d'émissions radio
toujours dans la thématique, et des lectures de textes, de l'écriture d'articles, du travail littéraire sur les femmes et leur statut, et un joli projet qui s'appelait Femmes, Statut et Statut. Et donc, on a travaillé là encore plus en transversalité. Nous avons eu des débats philosophiques, nous avons invité des femmes auteurs, nous avons lu des femmes auteurs, etc. Nous nous étions inscrits à une espèce de, pas une espèce de, mais un projet international qui s'appelle Girls on the Move et qui promeut les activités scientifiques et les carrières scientifiques pour les femmes et les jeunes filles. Et nous avions fait un pont entre deux projets internationaux, donc Girls on the Move et un autre projet qui est davantage autour de l'éducation à la santé et par la pratique physique qui s'appelle la Move Week. Voilà, nous avons évidemment travaillé avec des partenaires extérieurs, fait venir une association qui travaille dans les camps de réfugiés autour des femmes et de leur accompagnement. Et nous avons terminé par un espèce de petit atelier d'écriture où nous avions découpé des petits carrés violets avec des rubans violets de la couleur des droits des femmes au plan international. Et nos élèves pouvaient faire qui un dessin, qui un petit mot que nous avons accroché aux grilles du lycée pour qu'il soit vu de l'extérieur. Donc ça, c'est un projet qui est né d'une idée, en fait d'un pari. En Espagne, de manière assez classique, le jour du 8 mars, les femmes débrayent et marquent une pause d'activité professionnelle pour manifester l'inéquité dont elles sont victimes. Je m'en étais un petit peu étonnée auprès d'une collègue d'histoire en lui disant « mais avec tout le boulot qu'il y a à faire pour les droits des femmes, pourquoi arrête-t-on de travailler ?» Et elle m'a prise au mot et un an plus tard, cet immense projet est né. Et cette année, son aboutissement est que nous avons renommé 8 des 16 classes du secondaire de façon à ce que nous ayons de la parité et que nos classes n'aient plus des noms d'hommes exclusivement. Donc ça, c'est le dernier projet que nous avons mené et que nous avons mené pendant le confinement qui nous a permis… Est-ce que là, vous voyez ? Pour l'instant, on ne voit pas de changement. On est toujours sur ta diapositive. OK. Là. Donc, partager l'écran et hop, voilà. Donc, voilà les noms des classes. Là, et là, c'est un projet qui s'est affiné entre le professeur d'histoire qui était porteur initial du premier projet, alors en collaboration, mais on va dire à l'idée, à l'initiative, et le professeur de numérique, puisqu'il y a une nouvelle spécialité dans le bac français de numérique et sciences informatiques. Et donc, avec ces élèves, ils ont créé un questionnaire. Nous avions identifié en amont, en histoire et en français, une série de femmes dont nous aurions bien vu que la classe du Molière pouvait porter leur nom. Et ce sont les élèves, leurs parents et notre communauté qui ont voté. Et voilà les 8 lauréates, pour mon plus grand bonheur, puisqu'elles illustrent parfaitement la transversalité de l'école, entre éducation citoyenne pour Simone Veil, entre sciences pour Adela Slover ou joueuse de tennis, ici pour Alice Cooper. Donc là, vous avez bien illustré toutes les identités de notre école. Et c'est assez drôle que nos élèves aient fait ce choix-là, parce que je trouve que c'est une belle illustration. Je ne veux pas empiéter sur le temps des questions, mais je voudrais juste vous montrer un autre projet qui était celui-là sur le Japon, que la Covid a fracassé parce que nous venions, l'avant-veille du confinement, d'accrocher une magnifique exposition de la maternelle à la 6e. Nos élèves avaient travaillé sur le Japon, la nature et les paysages. Ils avaient travaillé en littérature à partir des haïkus. Ils avaient travaillé, vous allez le voir, en art plastique, peinture, sculpture et sous tous les formats. Et ils avaient travaillé aussi en EPS autour des arts martiaux.
L'expo était superbe. Voilà, donc c'était un magnifique projet et malheureusement, nous avons été privés de son exposition, hélas. Dernier projet, on a dit tout à l'heure que certaines thématiques se prêtaient particulièrement à la transversalité. Indubitablement, le développement durable et l'éducation au développement durable. Nous sommes un établissement désormais labellisé Éco-École. C'est un projet, au départ un projet qui date de maintenant 3 ans, quasiment 4, et nous avons basculé pour notre plus grand bonheur. Nous avons quitté l'étape de projet et nous sommes désormais totalement dans une démarche avec la création de jardins pédagogiques, avec la création d'animations, d'ateliers, de centres de tri. Nous avons évidemment des éco-délégués qui sont extrêmement actifs et qui nous font des tonnes de propositions dépassant très largement les idées des adultes. Nous avons participé à la COP25 avec eux, évidemment, et notre école, pendant toute la semaine ou tous les 15 jours de ce regroupement, a travaillé, elle aussi, à produire ses propres résolutions à son échelle, sachant que sur une thématique de cette nature, chacun peut faire sa part. Donc, je vais essayer de vous montrer quelques images. Voilà notre éco-école. Alors, quand je vous dis qu'on est dans la démarche, c'est parce qu'on a, voilà le label, hein, vous le voyez ici, il est très beau. Donc, quand je vous dis qu'on est dans la démarche, c'est parce que désormais, les projets qui se créent au Molière ont toujours une petite couleur verte, quel qu'il soit. Donc, nous avons fait un travail aussi de peinture autour des saisons et des fameux portraits d'Archiboldo. Les enfants ont rédigé, à droite, vous le voyez là, leurs fameuses mesures d'engagement éco-responsable. Certains ont fait une exposition picturale pour alerter sur les dangers de la planète plutôt que risque la planète, et à partir d'œuvres qui sont faites avec des déchets. Nous avons, voilà les différentes émanations, différentes retombées. Ça, c'est une démarche absolument formidable parce que ça ne s'arrête jamais et ça n'a jamais de limite, un projet éco-durable. 2 petites photos, je ne m'appesantis pas dessus, ce sont des projets qui me sont chers. Ce sont des projets que j'ai menés en France, dans d'autres établissements scolaires. Ils sont liés en fait, les deux. Hein. Moi, l'éducation citoyenne, c'est mon dada. Un qui est la semaine de la paix, que j'ai menée dans un lycée professionnel à 3 reprises. Les écoles de la paix, ce sont les écoles qui naissent sur des zones particulièrement fracassées par la guerre ou particulièrement détruites, par exemple Guernica, qui a une école de la paix, et un espèce de lien international qui se crée entre ces écoles pour mener à la résilience de la période tragique. Et donc, nous avons travaillé avec des artistes plasticiens, avec des conférenciers, avec des témoins aussi, avec des grands témoins de ces situations tragiques, avec des réfugiés. Pendant toute une semaine, les enfants étaient allés visiter le camp de rétention de Gurs, qui est un camp qui est né de la Retirada.
Donc voilà, toute une série d'actions avec des publics divers, avec des acteurs divers, avec des intervenants divers. Et à la fin de la semaine, sur la dernière journée, toute une journée, les enfants ont créé leur arbre de la paix, certains avec des photos, certains avec des sculptures, certains avec des objets. Et cet objet-là est resté exposé pendant quelques semaines dans l'établissement. Et l'année après que ce projet soit né dans mon école, j'ai eu très, très envie de réunir autour de moi tous les établissements de la zone. Alors, en France, nous ne sommes pas véritablement concurrentiels puisqu'on est plutôt sur une école publique. Mais malgré tout, les écoles ne se parlent pas forcément. Un collège n'échange pas forcément avec un lycée et un lycée n'échange pas forcément avec un lycée professionnel. Or, nous accueillons tous des adolescents. Parfois, nous nous les passons d'établissement à établissement et parfois, ils quittent nos écoles pour aller dans des structures éducatives, sportives, associatives. Et il était très important pour moi que sur ce territoire, les enfants voient la protection que constituaient les adultes d'institution à institution. Et donc, nous avons créé, c'était mon petit baroud d'honneur avant de quitter la zone, nous avons créé un rallye citoyen qui a consisté en des épreuves physiques, des épreuves intellectuelles, des épreuves de jeu, mais aussi des découvertes de la citoyenneté française via les institutions. Et nous avons travaillé entre services préfectoraux, police, gendarmerie, armée, écoles, associations, à offrir une grande journée de fête aussi aux enfants, où ils sont passés d'atelier en atelier, avec des sortes de chasse au trésor à effectuer. Et ça, c'est la photo de notre rallye, avec quand même quelques jolis sourires qui font chaud au cœur. Voilà, moi j'ai terminé avec ma très longue liste de paroles, prise de parole, pardon. Vous avez mon mail là pour ceux qui le souhaiteront. Et désormais, place aux questions. Ah oui, je termine avec une image, hein, forcément. Oui, la pédagogie de projet, c'est super crevant. C'est vrai, c'est super crevant, surtout si on est tout seul, surtout si on ne partage pas, surtout si on veut tout faire tout seul. Et là, on est super crevé et on peut même n'être pas du tout content. Alors, partageons nos rêves et assumons-les ensemble. Merci infiniment Valérie pour ce mot de la fin et puis pour cet exposé qui était, ma foi, on va laisser les collègues réagir, mais d'une clarté, enfin, vraiment c'était limpide et c'était passionnant. J'ai un peu chaud. Hein. Vraiment, bravo. Et le stress de la technicité, finalement, je me dis qu'il est parfois encore plus fort que le stress de la salle comble parce qu'on perd un peu la maîtrise. Bon, une salle comble, on arrive à un moment donné à reprendre le dessus quand on a un petit souci technique, mais c'était 3 fois rien. Et comme je l'ai dit aux collègues, ils le savent, les webinaires seront mis en ligne sur la chaîne YouTube de la Coopération française. On vous renverra les liens sur le Padlet de l'Université d'été. Et vous aurez donc accès à toute la présentation de Valérie, ainsi qu'aux liens que vous pourrez revoir et re-revoir. C'était vraiment, encore une fois, je tiens à le dire, d'une clarté, d'une limpidité, avec cette approche sur la démarche d'abord, puis les exemples et surtout ton point. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que je suis passé du vouvoiement au tutoiement en cours. Eh bien, tant mieux. Alors, tant mieux. C'était très bien, je pense, à mon sens, d'avoir aussi ton point de vue en tant que chef d'établissement, mais on l'a bien noté, ancienne enseignante, tout de même. On n'est jamais ancien enseignant. On est enseignant un jour, enseignant toujours. Bon. Et ça ne vous quitte pas parce qu'on ne devient pas chef d'établissement parce qu'on en avait marre de l'enseignement. Et ça, c'est peut-être ce qui me différencie d'avec les collègues autour de la table. En France, malheureusement, et je ne le comprendrai jamais, mais je ne comprends pas toujours tout de la France, quand vous devenez chef d'établissement, vous cessez d'être enseignant au regard de l'institution. C'est-à-dire, vous avez passé un concours
pour devenir chef d'établissement et vous avez perdu le concours d'enseignant. Ça, c'est une folie et une aberration. Tant pis, je le dis en toute franchise. Et beaucoup de pays font d'autres choix, puisque le chef d'établissement est souvent un père élu ou mandaté par ses collègues qui occupe la place pendant un certain nombre d'années et qui ensuite réintègre le collectif au profit d'un autre. Malheureusement, nous, en France, il n'en est pas ainsi. Et de ce fait-là, on est bien obligé de continuer à s'amuser et à prendre du plaisir. Et on fait des projets, mais d'une autre manière et d'une autre place. Alors Valérie, je te rejoins sur un premier point. Enseignant jour, enseignant toujours. J'ai moi-même été 10 ans professeur d'anglais dans le secondaire en France. Et sur ta deuxième remarque, effectivement, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué quand je suis arrivé à mon poste en Espagne. C'est de voir comment fonctionne un établissement public ou privé sous contrat, hein, avec une élection d'un père qui prend le relais de chef d'établissement pendant une période donnée. Et moi, ça me paraît effectivement quelque chose d'une richesse absolue et d'une cohérence tout à fait intéressante. Le partage de la charge et ce qui est intéressant dans la transversalité et les projets, c'est les changements de focale, c'est le pas de côté, c'est le croisement des regards. C'est ça qui nous enrichit à chacun et du coup à l'équipe et du coup à l'école. Et ça, c'est vraiment très, très important. Je crois qu'on a beaucoup à faire à mettre en place l'empathie auprès des enfants. Et quand on est dans ce croisement de regards, c'est obligatoirement ce qui se passe. C'est-à-dire on peut se mettre à la place de l'autre. C'est pour ça que je redis que le bilan, il est ultra important. Parce qu'il est celui qui va servir de base solide pour continuer sa marche vers l'avant. Alors peut-être les collègues, n'hésitez pas, hein, à enregistrer vos questions alors sur le chat ou sur les questions-réponses. Oui, qu'importe. Alors voilà, moi simplement j'aimerais, parce que pendant que tu présentais les projets du lycée Molière, enfin, je mettais les liens, j'étais sur ton site en parallèle et je tiens à dire, parce que c'était le lien que je voulais faire avec ta présentation, que je trouve le site de l'établissement fantastique et j'ai découvert des rubriques et je le dis pour que les collègues n'hésitent pas, c'est pour ça que je mettais les liens, n'hésitez pas à les visiter parce qu'on retrouve des rubriques qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des sites internet d'établissements scolaires et sa construction fait que déjà on a envie d'aller voir ce qui s'y cache. Oui. Et je trouve que vous l'avez vraiment enrichi, finalement, et c'est tout en lien avec ton exposition, on sent la dimension projet, on sent la dimension interdisciplinaire et on sent que c'est un établissement qui est ouvert sur l'extérieur tout en absorbant des thématiques d'actualité qui sont tout à fait importantes aujourd'hui, comme l'écologie, etc. Et on le voit dès la première page de visite du site internet. C'est vraiment ce que l'école a à faire. L'école a été fermée, elle a constitué dans certaines zones un sanctuaire et il fallait qu'il en soit ainsi parfois dans notre histoire et dans l'histoire de l'humanité. Mais on ne peut pas à l'heure actuelle vivre replié entre ces murs. Même les écoles qui sont en zone de guerre sont ouvertes sur l'extérieur. Et il ne peut pas en être autrement. Notre métier, ce n'est pas de remplir un enfant de connaissances. Ça n'a pas de sens. L'enfant a accès à Internet, il a le monde au bout des doigts. Ce n'est pas ça notre fonction. Notre fonction, c'est vraiment notre mission presque, presque sacerdotale. C'est de l'éveiller au monde, de lui en donner les clés et de lui donner ces fameuses clés qui vont le protéger de se retrouver captif d'une certaine modalité d'information ou de ne pas savoir critérier un choix quand il va être dans les réseaux sociaux. C'est tout ça. Nous, notre travail, c'est outiller l'enfant pour lui donner des clés de lecture du monde dans lequel il est et qu'il va intégrer, de lui donner des compétences aussi techniques au plan numérique pour qu'il ne soit pas esclave de la technologie, pour le rendre libre. Et notre métier, c'est aussi montrer à l'enfant que chaque enfant a une place pour l'adulte qu'il est en devenir et que chacun a une responsabilité. Et vraiment, c'est sur ça qu'on travaille au Molière, sur le fait que chacun doit faire sa part pour que ça tourne rond. Et oui,
ça ne suffira jamais, ce que toi tu vas faire, ce que moi je vais faire, mais peut-être ce qu'on va faire ensemble avancera un peu ce qui est à faire. Donc voilà, on tourne autour de ça. C'est un parti pris très fort, c'est une impulsion très forte de ma part. Je fais mon petit dictateur des fois. Ça, oui, Bon. pour moi, c'est vital parce que c'est ce qui va aussi mettre l'enfant en capacité de ne jamais cesser d'apprendre après demain dehors, de chaque situation nouvelle pour qu'il n'en conçoive pas de, mais qu'il cherche un angle pour l'attaquer et le dépasser. Merci Valérie. Alors, une question justement, bon, alors plus structurelle, avant de repartir sur la notion de projet, c'était Emilia qui posait la question sur le fonctionnement d'un établissement homologué MLF. Est-ce que c'est un établissement qui suit le système scolaire français? Donc, on va répondre très brièvement pour dire oui finalement. Ah oui, 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 Voilà. totalement. Nous, on est un morceau de France en territoire espagnol. Totalement homologué sur la totalité du cursus. Donc, nous mettons en place le baccalauréat, alors les autres diplômes, mais le baccalauréat français en bout de ligne. Et nos élèves sortent avec une double titulation. C'est-à-dire que dès la petite section, nous mettons en place le programme espagnol au travers de la lengua y literatura et de l'histoire géographie dite sociales. Et en bout de ligne, les enfants sortent avec le baccalauréat français, le titulo de bachiller. Mais la base, c'est évidemment le système éducatif français. Alors, au-delà de nombreuses marques de ravissement, hein, j'ai vraiment des mots magnifiques, partage absolument magnifique. Il y a aussi des questions. Il y a Camille qui nous demande, alors tu as évoqué un projet qui, je te cite, qui s'est fracassé ou qui a été fracassé à cause de la Covid. Oui. Mais est-ce que, au-delà du contexte de confinement, mais qui nous ramène à un contexte plutôt d'enseignement à distance, qu'on risque peut-être de connaître à nouveau, comment adapter cette pédagogie de projet? Est-elle facilement adaptable à une situation d'enseignement à distance? Alors, j'ai envie de dire que presque elle en est le garant de réussite. Parce que c'est extrêmement compliqué de garder l'attention des enfants et leur motivation. Et on le sait parce que la relation de proximité qu'établit l'enseignant avec l'enfant, c'est ça aussi qui garde l'enfant en réception du message éducatif. Et c'est quand même beaucoup plus compliqué à établir à distance. Et donc, de mettre en place à ce moment-là la pédagogie de projet et la transversalité, c'est ce qui met l'enfant en mouvement et qui le garde, entre guillemets, avec des gros guillemets, captif de ce qu'on est en train de faire. Parce qu'il y vient par goût, parce qu'il a trouvé sa place, parce qu'il a compris ce qu'il avait à faire et parce qu'il lui tarde de voir ce que les copains ont fait et puis il lui tarde de montrer aux copains ce que lui, il a fait. Donc, vraiment, la pédagogie de projet, c'est encore plus ce qu'il faut renforcer à distance parce que c'est ce aussi qui mène à la production, à la création. Et pour renforcer ses propres émotions positives ou ses propres forces, on a besoin d'avoir ces retours positifs. Et quand on peut montrer ce qu'une classe a produit ou ce que moi, enfant dans la classe, j'ai produit ou sur ce que moi, maîtresse, j'ai produit dans mon école, ben on reçoit aussi cette générosité en retour. Et je crois que c'est vraiment très, très important. Oui, ça me paraît capital. Et pour celles et ceux qui étaient éventuellement sur le webinaire de lundi de Marie Soulier sur la classe inversée, oui. Je retrouve deux dénominateurs communs très vous forts. Retrouvez l'accent. Alors il y a ça, effectivement, et ça, c'est vraiment très agréable. Je suis depuis très longtemps les travaux de Marie. Voilà. Nous avons été voisines, c'est assez troublant. Moi, les deux photos que je vous ai montrées, c'est douloureux. Marie, donc dans les Pyrénées-Atlantiques, et Marie était à 30 km de moi. Ah ben voilà. Mais nous ne nous sommes jamais physiquement rencontrés, mais Marie est invitée à venir intervenir au Molière auprès de l'équipe de lettres, et on va reprendre contact. Ah ben,
Vous avez de la chance de l'accueillir. Et donc, par rapport à ton exposé du jour et sur la notion de projet, la notion de production même à distance, effectivement, Marie a employé un mot qui, la classe inversée doit aboutir à un chef-d'œuvre. C'est le vocabulaire qu'elle utilise, qui permet effectivement à l'élève et à l'enseignant de retrouver une autre notion clé que tu as évoquée, que Marie a évoquée aussi, c'est la notion de plaisir. Et qu'effectivement, ce sont des démarches, et tu l'as dit toi-même, qui peuvent être contraignantes en termes de charge de travail, qui doivent aussi être bien préparées. On a vu le cahier des charges ou la feuille de route, les réunions, mais tu as donné des conseils qui me paraissent tout à fait pertinents pour pouvoir justement les vivre mieux ou mieux les vivre. Et on remet toujours au cœur de ces projets-là, de la classe inversée, à l'interdisciplinarité, la notion de plaisir. Et effectivement, il faut que l'enseignant s'y retrouve, en fait. Le plaisir et le partage, c'est ce qui guide nos métiers. On ne rentre pas par hasard dans l'enseignement. Certains, peut-être, ils sont rentrés par hasard, mais je sais très bien qu'ils sont très peu nombreux. On y rentre par conviction, on y rentre par conviction, je crois que… Et donc, nous sommes des gens de partage, nous sommes des gens de communication. Ce qu'on veut, c'est installer la relation à l'autre, et installer la relation à l'enfant, c'est lui permettre les apprentissages. Et c'est vrai que c'est super important. Et on a besoin aussi d'avoir de manière permanente ce plaisir à faire et à être avec l'autre. Et il ne faut pas le quitter d'esprit, ça. Oui, certains programmes sont ultra ennuyeux. Oui, certains passages obligatoires sont mortels. Oui, tout ça, c'est tout à fait vrai. Mais on a quand même des programmes qui sont aussi des cadres dans lesquels on peut exprimer une certaine liberté. Et vraiment, moi, j'encourage les collègues, dès qu'il y a un espace, mais allez-y. Allez-y et allez-y à fond. Parce que ce plaisir-là, vous allez savoir le communiquer, vous allez pouvoir le partager et le rayonnement de vos écoles, il va être ultra amplifié. C'est une évidence parce que je n'ai pas parlé de la communication autour des projets. Quand on est chef d'établissement, ce n'est pas toujours son métier de communication, mais on apprend forcément dans nos écoles privées payantes à savoir communiquer. Et c'est vrai que quel bonheur il y a à communiquer sur l'engagement de son équipe et tout ce qu'elle permet aux enfants de toucher du doigt. Oui, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, un chef d'établissement et son équipe doivent communiquer. Nous, on le voit bien du point de vue du travail de coopération, inciter les chefs d'établissement et les collègues à faire, par exemple, des petits communiqués de presse, à publier sur les réseaux sociaux quand un élève a obtenu une bourse ou quand un élève pour faire part d'un projet. Mais là encore, ça peut être un des axes ultimes d'un projet. C'est-à-dire, je sais qu'il y a pas mal de collègues qui enseignent sans doute le français dans l'assistance. Absolument. Savoir rédiger un article de presse, savoir rédiger le chemin de fer d'une émission radio, c'est un acte technique et du coup, ça peut être un bon support. Avoir dans une équipe un chargé de com, on va l'appeler comme ça de manière un peu pompeuse, et ça peut tout à fait être un élève ou une équipe d'élèves, ça peut être un axe intéressant de développement de son projet. Absolument. Et autre point que j'ai relevé dans ton discours, bon, alors dans la présentation, tu en as parlé, la notion de trouver des fonds, mobiliser des fonds. Et je souhaite, puisque quand même on a des collègues nombreux qui travaillent avec nous, enfin du moins qui nous font part de leurs projets ou de leurs envies de projets. Tu as donc aussi parlé d'Erasmus+, et des fonds européens. Et effectivement, il me semble que c'est une donnée tout à fait importante aussi. Monter les projets, trouver des fonds, c'est essentiel. S'appuyer sur Erasmus+ peut quand même être une vraie belle porte pas de sortie du coup, une porte d'entrée. Et là, je le dis, un petit message, la coopération peut aussi vous aider, vous recommander, vous donner des pistes.
peut aussi vous aider à vous associer à des établissements en France, notamment, hein, puisque beaucoup d'établissements français nous écrivent à la recherche de Bien sûr, partenaires espagnols. bien Ça sûr. marche dans les deux sens, donc n'hésitez pas à écrire au pôle de coopération. On peut vous aider à vous mettre en lien. Ce que tu dis, c'est vraiment très important et c'est pour ça qu'on en revient à la démarche et à sa clarification et à sa clarté. Parce que plus votre démarche passe par l'écrit dans ces étapes un peu robotiques, plus elle est lisible, plus vous êtes crédible pour donner des fonds. Et un chef d'établissement qui est toujours la main sur son portefeuille de façon basique, quand vous arrivez avec votre projet, qu'il comprend instantanément d'où vous partez, où vous allez, par quoi vous passez et quels sont vos objectifs pour les élèves et pour l'école, mais il va se démener comme un fou, je crois, pour chercher des sous. Finalement, si je peux me permettre, parce que ce webinaire, bien sûr, ne tourne pas autour de moi, mais dans ma petite expérience ancienne d'enseignant, le travail préparatoire sur ce type de projet peut paraître long et parfois laborieux, mais au mieux il est fait et au plus il est préparé et au plus finalement on met toutes ses chances de son côté pour que le projet ensuite se déroule bien. Et en général, on a moins de travail. C'est du gain de temps à terme. C'est du gain de temps à terme. C'est du gain de temps à terme. Et au départ, peut-être les collègues, s'ils se cognent la démarche, vont trouver ça un petit peu roboratif et un petit peu rebutant. Mais très rapidement, dans leur tête, les réflexes, à force de porter des projets, les réflexes vont s'installer et ça va leur paraître tout à fait normal de fonctionner de cette manière-là. De la même manière qu'ils bâtissent un cours, je veux dire, on ne peut pas rentrer en classe avec les élèves, sauf à être brillantissime et même, on ne peut pas rentrer en classe si on ne sait pas où on va, si on ne sait pas ce que les enfants sauront à la fin de ma séance, à la fin de ma séquence, et si je ne sais pas par quoi ils vont passer pour arriver au résultat. Et si je n'ai pas évalué leur atteinte des résultats. C'est une démarche qualité, bien sûr, on peut faire un parallèle, mais qui n'est pas si audacieux que ça avec l'entreprise. Merci beaucoup Valérie. Chers collègues, avant de vous déconnecter de ce webinaire qui touche à sa fin, j'aimerais vous donner 2-3 informations importantes liées à l'université d'été. La première, concerne aujourd'hui 18 h. Nous vous attendons pour le DJ set. Je n'ai pas trouvé de meilleur mot en français, pardon, mais le live, ah ben non, vous voyez, j'utilise encore un anglicisme, un direct avec DJ Marie-Antoinette, de son vrai nom Bruno, qui est basé à Valence, donc un DJ français en communauté valencienne, qui vous prépare et qui jouera en direct ce soir à partir de 18 h pour vous. C'est un concert de DJ électropop, de dernière tendance de musique française qui vous permettra, tout ce qu'on souhaite, de découvrir aussi de nouveaux talents français pour que vous puissiez les réinvestir dans vos classes à partir de l'année prochaine et travailler avec de nouvelles tendances musicales. J'aimerais aussi vous informer sur le fait qu'aujourd'hui, au plus tard demain, vous allez tous recevoir un courriel avec des liens vers 3 formulaires. Le premier formulaire vous permettra de nous donner vos réponses au rallye qui est en cours. Vous avez le 3e indice aujourd'hui, hein, trouver un personnage emblématique de la culture française et trouver un lieu emblématique de la France. Donc, vous allez recevoir un lien vers un Google Form qui vous permettra de donner vos réponses. Un lien qui vous permettra demain de jouer avec nous au quiz musical qu'on vous a préparé tout spécialement également. Et un lien très important vers un Google Form qui nous permettra de récolter vos données pour pouvoir éditer vos attestations officielles de participation à l'université d'été. Donc, on va vous envoyer un message avec les 3 liens pour ne pas vous inonder de courriels. Merci de les prendre en compte. Valérie, il nous reste qu'à te remercier chaleureusement. Moi, j'ai beaucoup de chance dans mes modérations de webinaires, décidément. Vraiment, un grand merci pour ta participation. Chers collègues, vous savez que vous pourrez retrouver la vidéo du webinaire de Valérie sur la chaîne YouTube de l'Université d'été. On te libère, je vous libère tous. Bon appétit, un grand merci. Prenez soin de vous et je vous serre sur mon cœur. Au revoir.